Bonsoir. Un membre de l'administration Trump a fondé le Centre pour le rétablissement des États-Unis en espérant poursuivre l'héritage de l'ancien président, celui de l'Amérique d'abord. Russ Vought a été directeur du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche dans l'administration Trump. Il cherche maintenant à poursuivre le travail de l'ancien président grâce au Centre pour le rétablissement des États-Unis. Sa mission, rétablir les valeurs américaines et les principes fondateurs. Avec ce centre, il affirme vouloir donner la parole aux hommes et aux femmes ordinaires et oubliés à travers les États-Unis. En résumé, ce serait pour Dieu, pour le pays et pour la communauté. Nous avons perdu ce consensus en Amérique. Heureusement, durant ces 4 dernières années, le président a été très actif sur ce front avec son programme America First. Je pense que ça correspond bien à ce que je viens de dire. Et je pense que nous devons travailler dur pour rétablir ce consensus dans ce pays. Il espère que Trump s'impliquera dans le centre. L'ancien président a donné sa confiance à l'organisation. Trump a écrit à ce sujet qu'il n'avait aucun doute que Vought fera un travail remarquable en poursuivant l'aventure pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Le centre et son organisation militante, baptisée Action pour le rétablissement de l'Amérique, mènera des actions pour promouvoir le programme America First et rétablir les fondations américaines. Que ce soit sur l'intégrité des élections ou sur la réforme de l'oligarchie des géants du numérique, en essayant de s'assurer que ces plateformes ne soient pas utilisées pour empêcher l'expression légitime des conservateurs. Franchement, si vous prenez juste ces 2 problèmes comme point de départ, nous poursuivons vraiment les choses qui pour nous, en tant que République constitutionnelle, vont permettre aux Américains de participer au processus politique et faire valoir leur point de vue. Vought affirme qu'ils se focaliseront sur des changements au niveau fédéral et ils veulent s'y mettre immédiatement. L'administration Biden va malheureusement nous donner de nombreuses occasions d'affronter le gouvernement fédéral et de lui rendre des comptes sans délai. À une époque où les valeurs conservatrices américaines sont attaquées comme jamais, Vought veut donner de l'espoir aux Américains. Il a déclaré « Heureusement pour l'Amérique, le printemps arrive ». Un rétablissement arrive. Que se passe-t-il autour des actions des magasins de jeux vidéo GameStop? La bataille entre Wall Street et des utilisateurs du site web communautaire Reddit se complique et une application de trading s'y est mêlée. Les actions du distributeur américain de jeux vidéo GameStop ont traversé une période difficile. Les traders professionnels ont parié que les actions de GameStop s'effondreraient, mais un groupe de boursicoteurs est en train de parier le contraire. Dans une action coordonnée sur Reddit, l'action GameStop a augmenté contre toute attente, causant la panique sur les marchés. Certains disent qu'il s'agit d'amateurs qui veulent envoyer un message à Wall Street et aux fonds spéculatifs. D'autres disent qu'à voir la manière dont les actions ont été tradées, des professionnels ont pu être impliqués. Pour l'heure, il semblerait que la Maison-Blanche n'ait pas de réponse à apporter. Avec toute la volatilité autour de Wall Street et GameStop, qu'est-ce que l'administration Biden fait pour protéger l'Américain moyen? Le secrétaire a publié une déclaration aujourd'hui ou dans les dernières 24 heures. Psaki n'a pas indiqué si Biden avait parlé à ses conseillers économiques à ce sujet, se contentant de répondre que Biden les consulte régulièrement. Elle n'a pas souhaité apporter de commentaires sur Robinhood et d'autres plateformes qui empêchent les investisseurs particuliers d'acheter certaines actions comme GameStop. Robinhood a retiré certaines actions comme GameStop de sa plateforme, empêchant ainsi ses utilisateurs de les trader. Webull, une autre plateforme, en a fait de même. Dans un rare moment d'entente, républicains et démocrates sont sortis pour dénoncer l'interdiction de Robinhood. Un procès en action collective a été intenté contre Robinhood pour leur récente interdiction. Robinhood a répondu à ce fiasco en remettant à la vente un nombre limité d'achats des actions comme GameStop. Et donc la plateforme de commerce en ligne Robinhood est finalement revenue sur son interdiction. Malgré cela, les petits investisseurs sont indignés et ils protestent. Les petits investisseurs accusent la plateforme de négociation boursière en ligne Robinhood de manipuler le marché en faveur des fonds spéculatifs, mais le PDG de Robinhood affirme que ce n'est pas vrai. Je veux être clair à 100%. Cette décision n'a pas été prise à la demande d'un quelconque animateur de marché ou d'autres acteurs du marché. C'était une décision de Robinhood. Il explique qu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, un petit nombre d'actions devenues virales sur les médias sociaux. Ils ont donc arrêté les achats de GameStop et de plusieurs autres titres en raison de la volatilité du marché.
Nous avons dû prendre une décision très difficile pour protéger nos clients et notre entreprise. Mais nous ne voulions rien faire d'autre que de les protéger. Mais les petits investisseurs ne sont pas d'accord. Buckner, 29 ans, déclare que Robinhood n'aurait pas dû les empêcher de faire du trading. Robinhood n'est pas mon père ou ma mère et ils ne peuvent pas me dire quand je peux ou ne peux pas faire du trading. Vous savez, un courriel a été envoyé pour dire « Nous nous occupons de nos investisseurs ». Non, vous ne le faites pas. Colin McLelland, 31 ans et investisseur particulier, dit qu'il a utilisé Robinhood pour acheter ses actions GameStop, mais il ne sait pas s'il va continuer. Mais après ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut leur faire confiance alors que littéralement, ils bloquent nos fonds. Selon lui, beaucoup de gens ont l'impression que le gouvernement n'était pas là pour eux ou pour les petites entreprises en 2020, alors que les grandes entreprises et Wall Street ont été renflouées. Je ne me soucie pas de mon rendement financier, ma priorité est plutôt de faire de la résistance. Robinhood autorise désormais des achats limités de GameStop. L'une des récentes actions du président Biden a été d'abolir la commission 1776 de l'administration précédente, la qualifiant d'offensive. Mais qu'est-ce que la commission 1776 ? La personne qui a lancé le projet s'est exprimée dans l'émission American Thought Leaders au sujet de la commission et des raisons de sa création. En novembre 2020, le président Trump a signé un décret établissant une commission chargée de se pencher sur la naissance de la nation et de réunir les Américains autour de ses principes fondateurs. La commission 1776 souligne l'importance des idées et des principes inscrits dans la déclaration d'indépendance, l'un d'entre eux étant que tous les hommes sont créés égaux. Elle s'est également penchée sur les conceptions qui remettent en cause ces principes, notamment l'esclavage, le fascisme et le communisme. Un autre défi est la politique identitaire qui consiste à penser que la société doit être dirigée sur la base de la race, du sexe ou de toute autre identité de groupe. Matthew Spalding, directeur de la commission 1776, a déclaré que la politique identitaire est similaire au concept de John Calhoun sur les droits des groupes, un concept utilisé pour défendre l'esclavage. Historiquement, quand on commence à emprunter le chemin de la défense des droits des groupes, cela devient problématique. Car un groupe peut avoir des droits aujourd'hui, mais il peut ne pas en avoir demain. Et cela peut changer. Nous préférons nous appuyer sur un fondement intellectuel et moral plus solide, sur une idée qui est tout simplement inhérente à la nature humaine. C'est ce que les fondateurs ont fait. C'est le grand privilège qu'ils ont légué. Il était prévu que la commission publie une série de rapports pendant 2 ans, mais le président Biden l'a interdite, déclarant qu'elle était offensante et contrefactuelle. Spalding a déclaré que cela avait en fait touché une corde sensible. Je pense que la nouvelle administration a voulu aller dans une direction différente s'agissant des questions politiques. En termes, par exemple, d'équité au sein du gouvernement fédéral, ce qui, je crois, est l'objet réel du décret. Mais pour y parvenir, ils ont dû se démarquer. Et donc, ils l'ont fait en supprimant cet autre argument, c'est-à-dire l'argument que constitue le rapport de la commission et la commission elle-même. Ceux qui dénoncent la commission 1776 affirment qu'elle est inexacte et que l'Amérique est fondée sur un mensonge. Ils affirment aussi que les fondateurs de l'Amérique n'ont pas contribué à mettre fin à l'inégalité et qu'ils n'avaient pas non plus l'intention de le faire. Mais la commission rapporte que des personnalités comme Abraham Lincoln et Martin Luther King ont fait référence au principe de la déclaration dans leurs actions pour mettre fin à l'injustice raciale. Et c'est ce principe qui a inspiré non seulement l'abolition, mais aussi les débuts du mouvement contre l'esclavage dans ce pays, et qui a plus tard inspiré le suffrage des femmes, le mouvement des droits civiques, le mouvement pro-vie, et aujourd'hui, l'anticommunisme. Tout cela est inspiré par le retour de ce principe. Et c'est vraiment cette force motrice de l'histoire américaine qui a conduit à notre grand succès. Selon Spalding, le fait d'interdire la commission attire en fait davantage l'attention sur elle. La commission 1776 est toujours disponible sur le site web du collège Hillsdale et d'autres institutions. Des milliers de soldats de la garde nationale vont rester à Washington jusqu'à la mi-mars. Mais la maire de la ville ne souhaite pas que leur présence se prolonge.
Dans une série de tweets jeudi, la maire démocrate a clairement indiqué son souhait que les troupes et les clôtures dans la capitale ne soient pas permanentes. La maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré que des événements se préparaient et qu'il fallait renforcer la sécurité. Des clôtures et des troupes seront nécessaires pour de tels événements. Mais elle ajoute qu'elle n'acceptera pas de troupes supplémentaires ou de clôtures permanentes comme solution à long terme. Lorsque le moment sera venu, dit-elle, les clôtures autour de la Maison-Blanche et du Capitole américain seront démontées. Elle veut également s'assurer que les installations de sécurité proposées ne feront pas intrusion dans les quartiers résidentiels. Mais elle ne sait pas très bien quand le démontage pourrait commencer. Les déclarations de la maire font suite aux propos de la chef de la police du Capitole qui avait déclaré un peu plus tôt que le bâtiment du Capitole avait besoin d'une barricade permanente. La chef de la police a cité le chaos qui a régné au Capitole le 6 janvier pour expliquer pourquoi elle pense qu'une clôture permanente est nécessaire pour protéger les membres du Congrès. Un nouveau rapport indique que New York sous-estime le nombre de résidents des maisons de retraite qui sont morts du virus. Voici un point sur la situation en images. Une controverse refait surface concernant la mortalité due au virus, à New York. La procureure générale Letitia James a accusé l'administration de l'État de minimiser de moitié le nombre de résidents des maisons de retraite qui sont morts du virus. Pour donner un exemple, elle a déclaré que l'un des 62 établissements a signalé 5 décès dus au virus au ministère de la Santé en date du 3 août. Mais ce même établissement lui a directement rapporté un total de 27 décès sur place et 13 dans les hôpitaux. C'est un sujet de discorde pour le gouverneur démocrate Andrew Cuomo. Il avait demandé aux maisons de retraite d'accueillir les patients infectés par le Covid-19, ce qu'il a nié avoir fait. Ce n'est tout simplement pas vrai dans les faits. Ce qui s'est passé dans les maisons de retraite, c'est que la maladie est arrivée avec le personnel au début, avant que nous ne comprenions qu'il y avait ce qu'on appelle une propagation asymptomatique. Mais voici la consigne qu'il avait donnée. Elle dit « Aucun résident ne peut se voir refuser une réadmission ou une admission sur la seule base d'un diagnostic confirmé ou suspecté de Covid-19 ». La procureure démocrate a déclaré dans son rapport que la règle de Cuomo pourrait avoir mis la vie des résidents en danger. Un contrôleur du gouvernement et des législateurs lui a demandé combien de résidents sont morts dans les hôpitaux, alors que ce chiffre n'apparaissait pas dans les rapports. Le département de la santé n'a pas encore révélé ces chiffres, répétant qu'il y travaillait. Le député républicain de New York Kevin Byrne est allé jusqu'à demander l'aide de l'ancien président Trump pour obtenir cette information. Compte tenu du rapport de la procureure, nous avons demandé au député Byrne comment il aimerait que l'administration Cuomo réagisse. Donnez-nous les chiffres. Donnez-nous les chiffres. Nous demandons ces chiffres depuis des mois et très franchement à ce stade, c'est inacceptable. Tant de New-Yorkais en ont assez et ne font pas confiance à leur gouvernement alors que nous attendons ces chiffres depuis plus de 6 mois. Si le ministère de la Santé leur donne effectivement les chiffres, il sera peut-être trop tard pour que ces gens fassent réellement confiance à leur propre ministère de la Santé. Ce devrait être une information publique. Nous avons contacté le département de la santé mais nous n'avons pas eu de réponse avant la diffusion de ce reportage. Selon l'État, plus de 8700 résidents de maisons de retraite sont morts. Mais, si les données de la procureure sont correctes, ce chiffre pourrait plutôt avoisiner les 13 000 ou plus. Selon les chiffres du CDC, plus de 42 700 personnes au total sont mortes du virus dans l'État de New York. À l'échelle nationale, les États-Unis ont dépassé les 420 000 décès, la Californie et le Texas étant parmi les États présentant les plus mauvaises courbes sur 7 jours. Le fils d'une victime du virus CCP à Wuhan demande à rencontrer l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé qui visite actuellement la ville. Le fils de la victime déclare que l'équipe de l'OMS devrait parler aux familles touchées qui sont muselées par le Parti communiste chinois. Zhang Hai est le fils d'une victime du virus du CCP à Wuhan. Il estime qu'il est très important pour les experts de l'OMS de parler avec les familles touchées qui sont réduites au silence par le Parti communiste chinois ou PCC. L'équipe d'experts est en visite à Wuhan, qui a été l'épicentre de la pandémie l'année dernière. Les membres de l'équipe peuvent s'entretenir avec des scientifiques chinois, mais on ne sait pas s'ils seront autorisés à recueillir des preuves ou à parler aux familles. S'ils ne regardent que les informations préparées par les autorités de la ville de Wuhan et de la province du Hubei, ils ne peuvent que considérer que la propagation a commencé en janvier 2020. Sans même parler de la détermination de la source, le moment où le virus a commencé à se propager est trompeur. Ce n'est qu'en écoutant les expériences des proches des victimes qu'ils pourront mieux comprendre la chronologie de l'épidémie et en découvrir la véritable source.
La visite de l'OMS a finalement été approuvée par le PCC après des mois de négociations. Selon Zhang, l'OMS est facilement influençable par les autorités chinoises. Il espère que ces experts ne deviendront pas un outil pour répandre les mensonges du régime. J'aimerais rencontrer l'OMS afin qu'elle puisse entendre les expériences de ces familles. En même temps, j'espère qu'ils pourront utiliser leurs actions et les faits pour changer la perception que les gens ont de l'organisation. En tant qu'organisation internationale, ils devraient avoir leur indépendance et leur propre rigueur. Le père de Zhang est mort du virus du PCC le 1er février 2020 et ce, après un séjour à Wuhan où il a été infecté. Selon Zhang, si les autorités n'avaient pas caché la pandémie, il n'aurait pas amené son père à Wuhan. Il qualifie d'acte criminel la dissimulation par le régime et ne veut pas que l'OMS vienne en Chine juste pour camoufler ses crimes. Le gouvernement local de Wuhan n'a même pas reconnu la campagne de dissimulation et les meurtres jusqu'à présent. Pas même des excuses de base. Si l'OMS est influencée par eux et dit quelque chose qui n'est pas vrai, il nous sera encore plus difficile de nous exprimer et de demander des comptes aux autorités. Je dois rappeler quelque chose aux experts de l'OMS. Si vous êtes en train de faire un spectacle, que vous suivez un plan préétabli et que vous prononcez ensuite des paroles qui ne sont pas vraies, cette chose va entrer dans les livres d'histoire. Et vos paroles auront leur part de responsabilité et auront des conséquences. Les proches d'autres victimes du virus ont tenté de poursuivre en justice les autorités, mais ils ont tous été réprimés. Juste après l'arrivée des experts de l'OMS en Chine ce mois-ci, les groupes de discussion des proches de la victime sur les médias sociaux ont été fermés. Selon le sénateur Markey, Facebook continue à recommander des groupes politiques aux utilisateurs malgré la promesse de son PDG de mettre fin à cette pratique. Dans une lettre, Markey a déclaré au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, que la plateforme de médias sociaux n'avait pas respecté ses engagements. Markey a exprimé sa conviction que le système de recommandation de Facebook est une menace pour la démocratie américaine et la sécurité publique. Selon lui, de nombreux groupes sur Facebook alimentent la haine, diffusent des informations erronées et servent de lieu de coordination de la violence, notamment pour l'assaut du Capitole américain. Selon lui, Facebook ne se contente pas de permettre à ces groupes d'exister, mais les recommande activement aux utilisateurs. Zuckerberg a déclaré à Markey lors d'une audition au Sénat en octobre 2020 que Facebook avait cessé de recommander les groupes qui traitent de politique ou de questions sociales. Les législateurs d'un certain nombre de pays occidentaux demandent au PCC de libérer les journalistes citoyens, emprisonnés pour avoir couvert la pandémie. Des parlementaires de 14 pays expriment leur inquiétude quant à la condamnation d'une journaliste citoyenne chinoise. La journaliste Zhang Jian doit purger une peine de 4 ans dans une prison chinoise, mais les parlementaires ont demandé à Pékin de la libérer, ainsi que toutes les autres personnes détenues en raison de leur travail de journalisme. Zhang est la première journaliste emprisonnée pour avoir fait la lumière sur la dissimulation du virus du régime chinois. Les 14 élus sont originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suisse, du Danemark et d'autres pays européens. Ils sont membres d'un groupe international appelé Coalition pour la liberté des médias. Il vise à assurer la sécurité des journalistes dans le monde entier et à demander des comptes aux régimes autoritaires. Certains citoyens chinois dénoncent également cette sentence. C'est bouleversant car elle n'a rien fait de mal. Elle a juste fait un reportage sur la pandémie à Wuhan et exprimé ses opinions. Elle a été condamnée à 4 ans de prison. Ça n'a pas de sens. Zhang a partagé des vidéos en ligne sur ce qui se passait à Wuhan, l'épicentre de la pandémie du virus du PCC lors de la première vague. Ces récits de première main sur les hôpitaux bondés, les rues vides et les interviews locales ont brossé un tableau désastreux de la ville. Ce genre de couverture était impossible dans les médias publics chinois. La police chinoise a arrêté la jeune femme de 37 ans en mai dernier. Son avocat a déclaré qu'elle avait été reconnue coupable de s'être querellée et d'avoir provoqué des troubles en décembre dernier. C'est une accusation souvent utilisée pour ceux qui perturbent le récit du régime communiste, y compris les activistes des droits de l'homme et les journalistes chinois. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.